Alors, je suis directeur de recherche à l'INERIS, qui est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et j'étudie depuis plus de 20 ans des organisations d'un type particulier qui s'appellent des organisations à risque, qui ont été décrites comme telles à partir des années 70-80, et qui concernent des types d'entreprises et de systèmes qui, selon le terme des économistes, peuvent entraîner des externalités négatives. C'est-à-dire que lorsqu'on en perd le contrôle, peuvent avoir des impacts assez importants sur la société ou sur l'environnement. Alors vous connaissez ces systèmes, il y en a un certain nombre que je peux vous montrer ici, pas l'ensemble de ces systèmes, mais un certain nombre. L'aviation, des raffineries, les trains, le domaine maritime, les bateaux, les industries de la chimie, l'industrie nucléaire, l'aérospatiale, les plateformes offshore, les sous-marins nucléaires, les barrages hydrauliques, les transports de liquides, le transport d'hydrocarbures ou de gaz, mais aussi l'industrie d'une manière générale, pour certaines d'entre elles comme la métallurgie. Donc cette catégorie de systèmes à risque, elle a la particularité de pouvoir générer ce qu'on appelle donc des externalités négatives. Alors on a tous en mémoire un certain nombre d'événements qui renvoient à cette catégorie de systèmes. Je vous en montre un ici et vous pensez immédiatement à cet événement, puisqu'il s'est bien inscrit dans la conscience collective, qui est celui de Fukushima, Daiichi, au Japon, en 2011, à la rencontre d'un tsunami et d'une centrale nucléaire qui a entraîné la perte de maîtrise de la réaction nucléaire au sein d'un certain nombre des réacteurs de cette usine. Un autre exemple, vous voyez ici le 737 MAX, qui est un avion de la compagnie Boeing, qui a été mis sur le marché dans les années 2010 et qui a subi un certain nombre d'événements de crash aérien en 2018-2019 dans des compagnies aériennes, dont Lion, et qui a mis en avant les problématiques de conception de l'avion par ce grand industriel de l'aéronautique, et qui donc a interrogé la capacité de cette entreprise de mettre sur le marché, ce qu'elle avait fait de manière brillante par le passé, de nouveaux appareils. Alors c'est devenu un film, ou un documentaire qui est assez connu sur Netflix, s'appelle Downfall, donc qui permet de comprendre ce que sont ces grandes entreprises et puis les contraintes et les complexités auxquelles elles sont soumises, en particulier quand il s'agit de mettre sur le marché des avions tels que celui que je viens de présenter, le 737 MAX. Alors, la notion du système à risque, très rapidement, elle a été envisagée sous l'angle de la complexité. La complexité des systèmes technologiques a été mise en avant parce qu'effectivement, lorsqu'on a des événements tels que ceux que je viens de vous montrer, on a en arrière-plan très rapidement la complexité technologique développée pour produire ces systèmes. Et cet argument de la complexité technologique, elle va être mise en évidence dans les années 80, à une époque où on a un développement des grands systèmes à risque, tels qu'ils sont décrits ici, à savoir dans les années d'après-guerre, en fait, la Seconde Guerre mondiale, le développement de l'aviation civile, le développement du nucléaire civil, le développement aussi des infrastructures d'hydrocarbures qui permettent à l'économie de fonctionner à tout un tas de systèmes. Et au cœur de notre réflexion, à ce moment-là, s'inscrit donc la complexité technologique. Alors cette idée, elle est toujours parmi nous, en fait, parce que la complexité technologique, elle ne s'est pas arrêtée depuis les années 80, les années 70, et on est toujours dans ces questions de complexité technologique. Aujourd'hui, c'est renouvelé, avec des problématiques qui sont liées notamment à l'intelligence artificielle, dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure dans une présentation précédente. Et on voit bien qu'un certain nombre de questions qui sont remises sur la table aujourd'hui nous renvoient à la technologie. On parle parfois de risques existentiels. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ce vocabulaire, mais effectivement, allons-nous trop loin, d'une certaine manière? Est-ce que, comme le mettait en avant l'ouvrage précédent, nos technologies dépassent les capacités d'entendement humaines et qu'à ce moment-là, de temps en temps, on subit des accidents? Alors, j'ai 10 minutes pour vous passer, maintenant que j'ai fait cette introduction, 2 messages clés par rapport à ces systèmes. Le premier, c'est qu'il faut penser système à risque, mais aussi infrastructure critique. Alors, je développerai un tout petit peu cette notion, et cette transition en matière de vocabulaire est une transition aussi en matière historique, et le regard qu'on porte sur ces systèmes. Le deuxième point, c'est qu'il faut penser ces systèmes d'un point de vue certes technique, mais aussi d'un point de vue
éco-socio-technique. Je vais vous expliquer ça. Et en particulier dans un événement comme le vôtre qui est situé au sein d'une école d'ingénieurs, ce deuxième message me semble extrêmement important. Et c'est le lien avec la notion d'ingénieur enquêteur. Donc la première chose, vous voyez ça, cette aile d'avion, d'une certaine manière, elle illustre une situation en ce moment même qui fait qu'on a aujourd'hui, alors qu'on parle des milliers d'avions dans le ciel qui transportent des gens d'un point A à un point B et qui eh bien, le font de manière très sûre, fiable, de manière performante. Donc on voit aussi que ces systèmes qui ont été qualifiés de systèmes à risque à une certaine époque sont des éléments de notre fonctionnement des sociétés actuelles et qui sont, de ce point de vue, des infrastructures critiques. Pour un très grand nombre d'entre eux, s'ils ne fonctionnent pas, la société rencontre un certain nombre de difficultés pour eh bien, fonctionner tel qu'on le souhaite. Et on voit que cet enjeu d'infrastructure critique, il est caractérisable en matière de fiabilité, de sécurité, de performance. Donc, vous voyez, c'est l'autre je dirais, côté de cette caractérisation des systèmes critiques, c'est qu'aussi, d'une manière générale, un très grand nombre de ces systèmes fonctionnent de manière sûre, fiable et performante. Alors, pour comprendre ça, il faut certes penser la technique, mais il faut aller plus loin. Il faut penser ce que je vais développer comme étant le sociotechnique. Alors, le sociotechnique, c'est quoi? Une phrase de Bruno Latour peut nous aider. Bruno Latour, grand philosophe et sociologue français, qui nous a quittés il y a peu et qui mettait cette phrase dans un de ses ouvrages, qui n'était pas forcément destiné à parler des questions que j'évoque aujourd'hui, mais qui parlait de sociotechnique, et il disait « Les Boeing 747 ne volent pas, les compagnies aériennes volent ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout simplement que les résultats obtenus en matière de sécurité, de fiabilité, de performance est le produit de l'activité d'un ensemble d'acteurs qui sont des acteurs au sein d'organisations, des organisations au sein de la société et des sociétés au sein de la nature. Je reviendrai sur ce dernier point dans quelques instants. Et donc, cette idée que je viens d'appliquer à l'aviation, parce que c'est quelque chose qui parle très bien, s'applique à très grand nombre aussi des installations que j'ai indiquées avec ces images. Ce sont des prouesses sociotechniques. Ce sont des prouesses sociotechniques parce que c'est l'articulation entre des technologies certes complexes, mais aussi des organisations extrêmement complexes qui permettent ces atteintes en matière de performance, de sûreté et de fiabilité. Alors quand on est ingénieur, eh bien on pense à la technique évidemment. On pense à la technique parce qu'on était formé pour penser à la technique. Et quand on pense à la sûreté, à la fiabilité, à la sécurité, à la performance, on va essayer de déterminer dans les systèmes techniques auxquels on est confronté par rapport aux enjeux qu'ils représentent, eh bien des scénarios. Des scénarios, et on réfléchit en matière de cause et effet, on essaie de calculer les probabilités, on essaie de réduire la probabilité d'événements. Et donc on construit ce qui graphiquement se représente assez bien ici par des arbres de défaillance, eh bien une forme de raisonnement qui nous permet de saisir l'objet technique. Alors ça c'est très bien, ça marche très bien, mais il y a un autre souci, c'est que quand on essaye de penser cette fois à la complexité socio-technique, c'est un petit peu plus compliqué parce que les modèles de raisonnement qu'on peut employer ne s'appliquent peut-être pas de la même façon, étant donné les types d'interactions auxquelles on est confronté. Des interactions qui renvoient aux hommes, avec un grand H, hommes et femmes, dans des organisations, au sein de sociétés, au sein de la nature. Et de son point de vue, si on veut se faire plaisir d'un point de vue graphique pour essayer de représenter cette complexité, on obtient des modèles qui sont assez intéressants, que je ne vais pas commenter ici, mais qui renvoient tout simplement au fait que, bien, effectivement, on a affaire à des systèmes sociotechniques complexes. Et l'ingénieur, pour regarder le fonctionnement de ces systèmes, les comprendre, les interpréter et avoir un rôle qui soit positif dans le fonctionnement de ces systèmes par rapport aux enjeux que je viens d'évoquer, eh bien, il faut pouvoir enquêter. Il faut pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Et le rapport, évidemment, que l'on a aux hommes, avec un grand H à nouveau, par rapport aux objets techniques, n'est pas le même. Les rapports ne sont pas les mêmes, pardon. Et donc, il faut enquêter d'une manière à pouvoir saisir, au travers des discussions, des interprétations, des négociations, etc., ce qui se passe au sein de ces systèmes. Alors, si on prend des cas emblématiques, qui sont très très bien documentés, et sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, il semble absolument évident que pour comprendre les succès, mais aussi les échecs d'une grande organisation aussi emblématique et connue que la NASA, il faut l'envisager
au travers de l'enquête, qu'est-ce qui s'est passé dans un système aussi complexe que la NASA pour entraîner les succès que l'on connaît, mais aussi en partie les échecs que l'on connaît de la NASA. Alors bien sûr, quand on pense à la NASA, on pense par exemple récemment au rover sur Mars, on pense peut-être à Thomas Pesquet qui a été envoyé dans la station internationale, la station spatiale internationale, et on ne pense pas nécessairement à la complexité des organisations qu'il y a derrière. Or, évidemment, la NASA, c'est tout un tas d'acteurs, d'organisations extrêmement complexes qui doivent interagir au quotidien pour faire en sorte que les performances que l'on souhaite des systèmes qu'elle envoie dans l'espace soient atteintes. Alors, je vous montre un autre exemple ici d'un intérêt aussi fort sur le plan de ce qu'est le sociotechnique. C'est le cas de SpaceX, un personnage que tout le monde connaît, Elon Musk, en partie aujourd'hui controversé pour plein de raisons, mais qui, dans sa démarche entrepreneuriale de développement d'une technologie, pour la première fois privée, qui envoie une navette dans l'espace, a montré comment un collectif pouvait effectivement mettre en œuvre une innovation qui aujourd'hui est une innovation qui a changé la donne dans le domaine aérospatial. Donc, j'ai pris des cas ici, la NASA, j'ai pris le cas d'Elon Musk et SpaceX, mais pour tous les systèmes que j'ai affichés ici, on a affaire à des problèmes sociotechniques qui, au quotidien, se mettent en œuvre pour garantir la fiabilité, la sécurité, la performance de ces services et des produits qui sont fournis. Alors, je vais rajouter quelques petites choses pour terminer ma présentation. La première chose, c'est la globalisation. Je ne peux pas trop en parler, évidemment, mais tous ces systèmes que l'on a vus très rapidement avec des images, sont des agents de la globalisation. Et en retour, ils ont été façonnés par la globalisation aussi. Or, la globalisation a eu des impacts extrêmement importants sur le fonctionnement des organisations, sur leur configuration, sur les stratégies qui sont mises en œuvre par les organisations, et est aujourd'hui largement prolongée, même si elle a aussi débuté dans son intensification récente dans les 3 dernières décennies, par la digitalisation. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je voulais l'indiquer parce que dans mes études, dans mes enquêtes, je vois évidemment les impacts de ces transformations-là. Ce que je voulais mettre en avant pour terminer et mettre l'accent sur un autre morceau extrêmement important à prendre en compte en tant qu'ingénieur qui doit voir plus loin, c'est qu'évidemment tous ces systèmes, et vous le voyez ici, sont en lien avec les problématiques de l'anthropocène, un mot que vous connaissez peut-être, qui renvoie aux problématiques des limites de la planète, et donc qui nous amène à penser l'éco-sociotechnique, pas simplement sociotechnique, mais aussi la part de ces systèmes dans les impacts sur la nature. Alors vous connaissez probablement tous, en partie, vous le découvrez ici, mais je vous invite à les regarder plus près si vous le découvrez, les limites planétaires, ces idées qui nous permettent de considérer ce que sont les dimensions impactantes de l'activité humaine sur la planète et nous permettent des points de repère par rapport à des limites qu'il ne faudrait pas dépasser pour créer des conditions qui seraient invivables pour un ensemble de sociétés. Et vous avez tout un tas d'aspects, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dont le réchauffement climatique, évidemment, dans cette dimension de l'anthropocène. Et les systèmes sociotechniques dont je viens de parler ont une part non négligeable. J'ai fait un petit pourcentage ici qui est vraiment à la louche à partir des données dont on dispose, contribuent, les systèmes sociotechniques dont je viens de parler contribuent de manière très forte à cette problématique du réchauffement climatique. Donc il y a des enjeux très très forts d'envisager dans le futur de nouveaux imaginaires éco-sociotechniques qui permettent effectivement de faire face aux enjeux et aux challenges de la soutenabilité des décennies à venir par rapport à notre ancrage planétaire. Donc on est vraiment dans un moment de bascule, on peut qualifier d'éco-sociotechnique, et qui revisite quelque part l'idée qu'on a affaire simplement à la complexité technique, on a affaire à la complexité éco-sociotechnique. Et l'ingénieur enquêteur, vous, dans le futur, allez avoir un rôle très rapidement dans ce moment de bascule, et ça me permet de conclure sur les 2 messages clés que j'ai déjà passés pour cette présentation. Merci à vous.